Alors, voilà, ça c'est l'affiche de l'année internationale de la chimie. C'est l'année internationale de la chimie, et la chimie a jugé bon de faire cette affiche magnifique, dans laquelle on voit que la chimie, ça sert à tout. Ça sert à faire des médicaments, ça sert à faire des vêtements pour aller faire du trekking en montagne, à des colorants, à la microélectronique. Ça sert à faire des produits phytosanitaires, donc, qui sont évidemment très populaires en ce moment. Donc c'est une image vraiment qui, vous serez tous d'accord, ça fait envie. Hein. C'est assez pathétique, je trouve, parce que la chimie est une science qui a toujours besoin de se justifier. Et donc, quand on prend d'autres sciences, par exemple, on vous montre ça, il n'y a pas besoin de se justifier, c'est beau. Je pense que Jean-Loup Puget a dû vous montrer, malheureusement, je n'ai pas pu assister à sa conférence, c'était il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines. Je n'ai pas pu assister à sa conférence, mais il a dû vous montrer. Puis alors là, on vous dit, si on regarde bien au fond à droite, on voit le Big Bang. Et donc, parce que tu sais, ça va tellement loin dans l'espace-temps. Donc là, ça fait beaucoup plus rêver. Ceci dit, ces nuages moléculaires qu'on voit, le grand nuage d'Orion, ce n'est pas totalement déconnecté de mon propos, puisqu'il y a plein de cochonneries. Et ces cochonneries sont des molécules soit de carbone, enfin à base de carbone, des molécules polycycliques aromatiques, et puis des nanoparticules aussi de silicate, de fer, d'oxyde de fer. Ça, c'est la constellation du chêne berger des alpages, mais vous aviez tous reconnu des nanocubes de fer couplés ferromagnétiquement et imagés par holographie électronique. On peut faire des belles images, mais on est obligé après de raconter une histoire dessus pour faire rêver. Alors, d'autre part, la chimie est une science qui a mauvaise presse. Hein. On est obligé, quand on commence ses études de chimie, d'apprendre par cœur tous les caractères chimiques. Alors, je ne sais pas si vous pouvez les lire, mais il y a des trucs, cuivre ou Vénus, Estin ou Jupiter, Mercure sublimé, tout ça, il faut reconnaître tous les caractères. On est jugé là-dessus. Hein. Et puis il y a d'autres choses, je passe là-dessus, du vin, du vitriol, de la brique. Donc on est obligé d'avoir tout ça, et c'est comme ça qu'on forme les chimistes. Enfin, quand j'étais jeune, en 1756. Donc, qu'est-ce qu'on fait au laboratoire de chimie de coordination et au laboratoire de physique et chimie des nano-objets à l'INSA? On fait tout un tas de trucs qui concernent la synthèse des nanoparticules, leur caractérisation précise, en particulier par des méthodes spectroscopiques, la chimie de surface, de la catalyse à la fois des études mécanistiques pour comprendre des réactions importantes, comme la réaction de Fischer-Tropsch, qui est pour l'instant la meilleure méthode de stocker l'énergie, de la catalyse asymétrique. On fait de la physique, évidemment, avec tout ce qui concerne le nanomagnétisme, l'optique, les boîtes quantiques, la plasmonique, etc. Et puis des applications en microélectronique, en particulier des architectures 3D, dans le silicium. Si je vous raconte tout ça, ça va être ennuyeux. Et en plus, c'est encore la chimie qui doit justifier son implication dans la société, etc. Donc on va parler d'autre chose. Et on va parler d'une démarche qui est comment on peut faire croître des particules, comment on contrôle à la fois la taille et la formation d'objets de formes variées à l'échelle nanométrique. Et ça, je crois que ça fait une histoire qui est un peu plus intéressante. Donc, le plan que je vais suivre, c'est d'abord un peu définir de quoi on parle quand on parle nano. Ensuite, regarder des modèles de croissance, se concentrer sur le fer, pour des raisons que je développerai,
et puis peut-être, s'il reste un peu de temps, un exemple d'application. Alors, les nanosciences, les nanotechnologies, les nanos, tout ça, si on veut donner une définition, on va en trouver beaucoup et on va être bien en peine, surtout pour les nanotechnologies, de donner une définition qui tienne la route. Le terme nanoscience, ça, c'est quelque chose qui est plus fondamental. C'est le fait que quand on a un matériau dont la taille va diminuer, on va aller vers des états d'énergie discrets sur lesquels les électrons vont pouvoir se poser. Et donc, on va avoir une modification des bandes d'énergie dans un semi-conducteur, ça sera le band gap. Pour les métaux, on va avoir des atomes qui vont être en surface, qui vont être frustrés. Donc, on va modifier le magnétisme des nano-objets, etc. Donc, le fait qu'on réduise la taille va faire apparaître des niveaux d'énergie discrets. On va aller vers quelque chose de moléculaire. Et alors, si c'était simplement une approche moléculaire, ce n'était pas la peine d'inventer un mot. Mais ce mot-là permet de faire réentrer la chimie, en fait, dans des choses qui paraissent vachement intéressantes. Donc, pour les nanotechnologies, c'est un peu plus compliqué. C'est tout ce qui implique des matériaux de taille nanométrique. Et alors, si on décline ça, voilà. Donc il y a la physique quantique, la physique du solide qui s'intéresse maintenant aux objets de petite taille, la microélectronique ultime qui fait intervenir des tailles de l'ordre nanométrique, la chimie. Pour la chimie, ce sont des objets de grande taille, au contraire, puisque la chimie est plutôt picométrique que nanométrique. La biologie, la plupart des objets biologiques sont de taille nanométrique, les protéines, les enzymes, etc. Le génie des procédés, et puis dans la nature, il y a des tas d'exemples. Ce qui fait que les nanotechnologies, c'est un fourre-tout. Et quand on est contre, par exemple, les nanotechnologies, on se demande bien contre quoi on est contre. En général, on est contre deux choses. On est contre, d'une part, le fait qu'on utilise des poudres de taille nanométrique qui peuvent être absorbés par les poumons. Je crois qu'il y a une conf dans 15 jours qui va parler probablement de ça, et qui peut donner lieu à un effet type amiante. Ce n'est pas prouvé, mais le risque est présent. Et on est contre le fait qu'on peut être surveillé par des nouvelles techniques qui font intervenir les micros et nano, de la microélectronique ultime. Donc, c'est les puces RFID. Et puis après, il y a tout un tas de fantasmes. Des fantasmes comme, par exemple, on va coupler les neurones à des nanoparticules ou des choses comme ça. Bon, peut-être que la communauté scientifique, en survendant les nanotechnologies, est un peu responsable aussi du retour de bâton. Donc, nous, on va s'intéresser à des nanoparticules et à ce qu'elles font. Alors, en échelle log, on voit qu'un objet courant est à peu près à mi-chemin entre la Terre et une nanoparticule. Donc, ça donne une idée de la taille. Et d'autre part, quand on regarde cette échelle à la fois des produits fabriqués par l'homme et du monde du vivant, on voit que dans le cas de la technologie, on va essayer d'aller toujours plus petit. Donc, pour toujours plus petit, ça va être pour contrôler, pour avoir des nouvelles propriétés. Quelles nouvelles propriétés? Par exemple, voir passer un électron 1 à 1 et donc pouvoir avoir des ordinateurs plus puissants, avoir de l'électronique, de l'électronique à un électron, hein. Mais ça ne marche pas encore. La spintronique, pouvoir contrôler les propriétés électroniques par un champ magnétique externe. On verra juste un exemple de spintronique chimique vers la fin de l'exposé. En ce qui concerne le monde biologique, il est dans les nanos, typiquement entre 10 nanomètres et 1 micromètre. Et pour la chimie,
on part de la molécule et on va essayer de faire des choses à une échelle qui n'est plus l'échelle habituelle de la chimie. Ce n'est plus l'échelle moléculaire, c'est une échelle où on va jouer sur les interactions secondaires. Ces interactions qui sont parfois mal connues, etc. Donc un nano-objet, c'est quoi? Ben, ça peut être n'importe quoi, pourvu que ça ait la taille nanométrique. Ici, on voit un dendrimère. C'est un polymère. Donc un polymère, c'est répéter à l'infini toujours la même molécule et qui crée des liaisons. Donc un polymère, c'est le polystyrène qu'on utilise habituellement. Là, c'est un polymère un peu particulier parce qu'on va avoir une molécule au centre et on va répéter des motifs et faire grossir cette molécule. Ça, c'est une molécule purement organique, mais c'est un nano-objet. Ça peut être aussi ces choses-là. Ah, il y a un appel entrant, là, non? Ça peut être aussi des choses comme ça, qui sont par exemple des micelles où des molécules vont s'assembler. Par exemple, ces micelles ont une tête polaire et une queue grasse en général. Hein. C'est des molécules typiquement de savon. Et ces micelles vont s'assembler ces molécules vont s'assembler pour donner des micelles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des surfactants. On les trouve dans les savons, on les trouve partout. C'est des produits de consommation courante. On les trouve dans les prospections pétrolières quand on injecte pour récupérer des gaz de schiste, par exemple. C'est ça, hein, c'est du savon tout bête. Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de gaz de schiste. Mais ça peut être aussi des nanoparticules organométalliques. Et alors, on a développé, et c'est là-dessus que je vais me concentrer, on a développé des méthodes de synthèse qui permettent de fabriquer des particules toutes pareilles et qui vont avoir des formes variées, des sphères, des cubes, des flèches, des allumettes, des disques, des bâtonnets, et aussi qu'on va pouvoir organiser dans des supercristaux. Un supercristal, c'est comme un cristal, sauf qu'à la place des atomes qu'il y a dans le cristal, il y a une nanoparticule. Et là, par exemple, on voit des supercristaux de nanoparticules de fer cobalt. Donc, des nano-objets, il y en a dans le monde vivant, les virus typiquement, mais il y a aussi des nanoparticules, par exemple d'oxyde de fer, et il y a des bestioles, là, des bactéries, qui vivent entre deux eaux et qui ont des oxydes de fer qui sont couplés magnétiquement par un couplage dipolaire à l'intérieur de leur corps. Alors on peut se demander à quoi ça sert. Ça sert simplement, enfin, c'est l'hypothèse, hein, ça sert de compas. C'est-à-dire que si elle s'oriente par rapport au champ magnétique terrestre, et si elle monte, elle va vers l'oxygène, et à l'oxygène, ces bêtes-là ne survivent pas et sont détruites. Donc ça leur permet de rester au fond de la mer. Et puis il y a un grand ami, là, le pigeon voyageur. Et le pigeon voyageur, lui, il a des nanoparticules qui sont attachées à son nerf olfactif. C'est un très très bon sujet de recherche. Tous les ans, il y a une publication dans Nature qui explique comment marche le pigeon voyageur. Et tous les ans, c'est démenti par la publication d'après. Donc si vous voulez publier dans Nature, voilà, le pigeon voyageur. Il est possible, une théorie actuelle, c'est que le pigeon voyageur sent le champ magnétique, mais sans, comme on sent, je sais pas, du fromage. Voilà, donc, comment ça se passe, la croissance dans la nature? La nature est capable de faire des objets qui sont magnifiques, qui sont des objets fabriqués de silice, en général, et fabriqués à partir de microalgues. Et il y a des formes qui sont assez exceptionnelles, et il y a un contrôle multi-échelle de la forme des particules. Alors là, on en voit d'autres, multi-échelle, il y a des grands trous, il y a des petits trous, il y a une carapace, etc., etc. Là, il y a des grands trous, des petits trous, il y a des pointes, là, une symétrie d'ordre 5, etc., etc. Comment ça se passe?
Ça se passe de la façon suivante. Les sols, alors j'ai pris cet exemple parce qu'il y en a qui font de la géochimie, paraît-il. Donc les sols sont lessivés, il y a de l'acide salicylique, et l'acide salicylique peut se recondenser sur des moules mous. Et en se recondensant, on va refaire de la silice, et on va faire de la silice qui va épouser les formes des bactéries qui servent de moule. La réaction qui est en jeu, c'est la condensation, c'est une polymérisation inorganique, c'est-à-dire qu'on va former des liaisons SI-OSI et on va faire ce qu'on appelle une réaction sol-gel. Donc on part d'une solution. Cette solution en polymérisant va gélifier. Là, on voit le gel qui tient bien. Et à partir de ça, en chauffant, on va faire de la silice, des verres, etc. Si on applique le même genre de technique que la nature applique, on va pouvoir utiliser ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire ces molécules qui ont une queue grasse avec une tête polaire, les organiser, et elles peuvent s'organiser, par exemple, dans des mésophases, et on va pouvoir condenser autour cette silice. Et on va former quelque chose de la même façon que l'on forme les diatomées, les frustules des diatomées, etc. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des matériaux avec des pores réguliers de taille nanométrique. Si on compare avec les diatomées, ça ressemble à ça. Sauf que là, on a des pores qui sont nanométriques parce qu'on a mis des molécules et on a fait la silice à la surface des molécules, alors qu'ici, on est micrométrique. Donc la comparaison, ça induit en erreur. La comparaison induit en erreur, mais le principe est bon. On a maintenant une méthode en utilisant des moules pour faire des matériaux qui vont avoir des formes, des structures variées. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la même méthode pour faire des matériaux métalliques? Alors, pour faire des matériaux métalliques, il faut contrôler la composition, et puis il faut contrôler la forme, et en fonction de la forme, on va avoir une propriété d'usage qui va être différente. Hein, si on veut faire un cheval avec une barre toute droite, ça sera difficile. Pour ça, on va utiliser la chimie organométallique. Alors la chimie organométallique, comme son nom l'indique, c'est la chimie des métaux avec un reste organique. Alors il y a des grands anciens, Victor Grignard, prix Nobel en 1912, avec Paul Sabatier, d'autres grands anciens, Wilkinson, qui est le précurseur de la chimie organométallique moderne, il a démontré que la structure du ferrocène, et puis Yves Chauvin, qui vient d'être prix Nobel sur la métathèse des oléfines, avec le mécanisme de métathèse. La métathèse, c'est quand on a ce qu'on appelle un carbène, c'est une double liaison entre un métal et un carbone. Puis on a une oléfine. Une oléfine, c'est comme l'éthylène, hein, c'est simplement un composé qui a une double liaison carbone-carbone, et on a un réarrangement. Et donc à partir de ce produit-là, on a une nouvelle molécule qui est formée. Ça paraît tout simple, mais c'est plein d'applications, en particulier pour la biologie. Alors, comment on fait la synthèse organométallique de nanoparticules? Il est temps que j'y arrive. On a un précurseur organométallique, donc un centre métallique et puis une molécule carbonée. Là, il y en a deux. Ça s'appelle le cyclooctadiène. Cyclo parce que c'est cyclique, octa parce qu'il y a 8 carbones, diène parce qu'il y a 2 N, 2 oléfines. Et ça, c'est donc le cyclooctatriène. C'est la même, mais avec une troisième oléfine. Quand on met ça sous hydrogène, on va pouvoir, dans des conditions extrêmement douces, à température ambiante ou à température plus basse que la température ambiante, avoir formation d'une étape de nucléation. On va avoir des atomes solvatés qui vont se condenser, et
à très basse température, on va pouvoir faire ces germes. Ensuite, idéalement, dans une deuxième étape, on va faire la croissance. Si on mélange la nucléation et la croissance, on obtient des trucs qui sont mal définis. Donc tout le travail du chimiste, ça va être d'essayer d'isoler la nucléation et la croissance. Dans l'étape de nucléation, on voit par microscopie électronique à transmission des petits points noirs. Et quand on regarde ces petits points noirs, on voit que ce sont des nanoparticules, ici de ruthénium, qui possèdent la structure hexagonale compacte du ruthénium massif. On a donc cristallisation de ces nanoparticules à très petite taille. Le dispositif expérimental est impressionnant. Il y a un chauffe-ballon et puis une petite bouteille, et ça marche à température ambiante. Ça ne coûte pas très cher. Donc, alors, est-ce qu'on peut utiliser l'idée de moule? On a vu qu'on fabriquait de la silice mésoporeuse. Dans cette silice mésoporeuse, on peut introduire des précurseurs organométalliques et les décomposer. Et là, ce qu'on voit, les petits points noirs, c'est des nanoparticules de ruthénium qui sont décomposées à l'intérieur du moule de silice mésoporeuse. Quand on regarde d'un peu plus près, ça fait ça. C'est bien débâtonné, plus ou moins régulier. Ce n'est pas très joli. On doit pouvoir faire mieux quand même. Alors pour faire mieux, on va passer d'un moule rigide à un moule souple. Ce moule souple, ça va être des ligands, des molécules organiques qui vont se lier à la surface du métal, et on va conceptualiser notre recherche. On va distinguer deux sortes de ligands, ceux qui se lient fortement, ça veut dire qu'il y a une énergie de liaison qui est importante, c'est de la thermodynamique, et ceux qui se lient faiblement. Quand ils se lient fortement, ça c'est des particules de platine, on a des nanoparticules qui vont rester stables. Ça reste stable, je ne dirais pas pour toujours, mais enfin c'est resté à l'air sur un coin de paillasse plus d'une année, etc. Il n'y a pas de problème. Quand la liaison, par exemple, avec une amine est faible, ce qu'on va avoir, c'est formation initiale de nanoparticules et coalescence. Mais on voit que la coalescence, ça peut donner quelque chose de plus grand, faire des gros pâtés, mais là, ça ne fait pas des gros pâtés, ça fait des nouilles. C'est-à-dire qu'on va avoir un diamètre qui va être constant et on va avoir une coalescence qui est dirigée. Pourquoi? Parce que les ligands, les molécules organiques qui sont utilisées pour promouvoir cette coalescence s'organisent en solution, s'organisent de manière pas très régulière, mais s'organisent pour permettre la coalescence. Ce sont des molécules grasses et qui vont se reconnaître par interaction de Van der Waals. Alors on peut peut-être essayer de faire des moules un peu plus élaborés. Et par exemple, on peut associer des acides gras, l'acide palmitique ou l'acide oléique qu'on trouve dans l'huile d'olive. C'est de la chimie verte, on aurait pu mettre. Et puis de l'hexadécylamine, qui est cette amine grasse dont je viens de parler. Quand on mélange ça, on sait qu'il se forment des superstructures en présence d'eau. Ça a été étudié par exemple par Thomasem au CEA, et on a formation de superstructures rigides qui sont des phases lamellaires. Alors regardons le faire. Ça, c'est des jolies photos artistiques en fausse couleur, où c'est des nanoparticules, des nanocubes de fer qui sont auto-assemblés. Alors on prend le fer, pourquoi? Premièrement, le fer est magnétique, donc il a des propriétés magnétiques intéressantes, en particulier pour le transport électronique, c'est-à-dire on va pouvoir contrôler les électrons qui vont sauter d'une particule à l'autre avec un champ magnétique externe. Deuxièmement, le fer est biocompatible, c'est-à-dire que si on veut utiliser du fer pour des applications, si on veut utiliser des nanoparticules pour des applications bio, le fer est un bon candidat. Troisièmement, le fer, c'est un problème pour la chimie en général. Ça s'oxyde très très facilement, ça rouille, c'est bien connu, mais ça rouille très très vite quand c'est à l'état nanométrique. En fait, ça brûle à l'air, carrément. Donc, est-ce qu'on est capable, c'est un défi synthétique, de faire des nanoparticules, de contrôler leur taille et de garder les bonnes propriétés pour le faire?
D'abord, il faut trouver un précurseur. Alors, trouver un précurseur, ça nous a pris pas loin de 10 ans. Parce qu'il faut trouver le bon précurseur qui se décompose dans les bonnes conditions. Si c'est un précurseur qui se décompose trop vite, on ne peut rien contrôler. S'il se décompose trop lentement, on est obligé de chauffer beaucoup et on ne peut rien contrôler. Donc il faut un précurseur qui se décompose facilement et dont on va pouvoir contrôler la cinétique de décomposition. C'est lui, c'est un amidure de fer, peu importe. Donc là, on peut le décomposer, là, en présence d'un polymère, peu importe aussi, et on a des petites particules. On va contrôler la qualité des particules par les études magnétiques. Les études magnétiques sont très très sensibles pour nous dire si c'est un produit de bonne qualité ou mauvais. Si c'est oxydé, on ne va pas avoir la bonne aimantation à saturation. Et là, ce qu'on voit, c'est la mesure de l'aimantation quand on a saturé avec un champ magnétique jusqu'à 5 Tesla l'aimantation de la particule. Et on voit que pour les toutes petites particules, on a une aimantation à saturation qui est supérieure à celle du métal massif. Parce qu'il y a ces fameux atomes, on est à petite taille, il y a ces fameux atomes frustrés, on a un excès de magnétisme pour les petites particules. Voilà, on mélange avec le mélange magique et on a formation de nanocubes. Ces nanocubes qui vont s'assembler en supercubes. Donc on forme des supercubes qui sont eux-mêmes qu'on peut dissoudre et dont on peut avoir des monocouches sur des substrats. Donc c'est très bien, sauf que ce genre de synthèse, c'est une boîte noire, et la question, c'est comment ça marche. Alors pour savoir comment ça marche, on est reparti à zéro. Le précurseur, on a pris deux ligands, un acide carboxylique saturé, l'acide palmitique qu'on a vu précédemment, il n'y a pas de double liaison, et il est en C16, et l'hexadécylamine aussi en C16, aussi saturé. Quand on mélange tout ça, ce qu'on va apparaître directement à température ambiante, c'est ces fibres-là, machins moches. On chauffe, on a toujours des machins moches, mais dedans, on a des nanocubes qui sont auto-organisés. Alors, regardons, dès le départ, on va amplifier par microscopie électronique, on regarde à l'intérieur des machins moches. D'abord, si on est à l'extérieur, il n'y a rien. Et dedans, vous voyez sans doute des espèces de plans, de choses bizarres, des chevrons. Et ça, c'est la signature. Donc le vortex, il est prévu théoriquement pour des particules entre 20 et 40 nanomètres. Il avait été observé par des physiciens dans l'ultravide, tout ça. Mais nos particules, par exemple celle-là qui fait 30 nanomètres, on a regardé avec Étienne Snook au CMS. Et ce qu'on voit, ça c'est la particule. Ce qu'on voit ici en fausse couleur, c'est l'intensité du champ magnétique. Et ici en fausse couleur, c'est la direction du champ magnétique. On a un vortex sur la nanoparticule. Bon, c'est bien, c'est amusant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment se comporte ce champ. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut regarder particule par particule comment se passent les couplages. Le chien qu'on avait tout à l'heure, c'était découplage ferromagnétique sur des particules de ce type-là. Si on en prend deux, ce qu'on voit, intensité du champ magnétique en fausse couleur et direction en fausse couleur, ce qu'on voit directement, c'est qu'il n'y a pas de retournement du champ. Il est toujours dans la même direction. On a un couplage ferromagnétique. Donc on a un couplage ferromagnétique qui détruit le vortex. Donc là, on voit l'importance des couplages dipolaires. Quand on en a 4, on reconstitue le vortex. Et puis après, on s'est amusé à mettre plein de cubes, etc. Mais ça, ce sont des objets parfaits, c'est-à-dire c'est un monocristal de fer, il n'y a pas de défaut. Si au lieu de prendre une chaîne en C16, on prend une chaîne en C12, voilà les cubes qu'on obtient. Ils sont plus gros,
mais ils sont bourrés de défauts. On a des trous dedans. Comment ça se fait? Les chaînes alkyles en C12 ne sont pas capables de repousser suffisamment loin les particules de fer en croissance, ce qui fait qu'on va avoir des coalescences un peu brutales qui vont encapsuler à l'intérieur de la graisse. Alors là, il y a un grand moment. Est-ce que ça va marcher? Voilà, donc ça, ce qu'on voit, c'est une coupe par microscopie en 3D, c'est une coupe en tomographie de ces nanoparticules. Et on voit pas grand-chose, mais après, il y a l'image qui est reconstruite. Et sur cette image reconstruite, on voit que les cubes sont parfaits à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, les petites taches vertes, en violet, c'est le fer, et en vert, c'est la matière organique. On a donc fait le cube de fer qui encapsule la matière organique. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu sur les frustules et tout ça sur les bactéries. Et là, on voit, c'est pas régulier, hein, c'est pas très joli, mais on voit là, celui-là, vraiment, il en a pris plein. Là, il y en a juste un petit peu de matière organique au centre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette matière organique? Cette matière organique va faire qu'il y a des défauts à l'intérieur du cube et que ces défauts vont fixer le champ magnétique. Donc, on va avoir effectivement toujours un vortex, mais maintenant, les vortex ne vont pas se coupler. On ne va pas avoir de couplage ferromagnétique et on va avoir des vortex individuels. Si on veut garder de l'aimantation sur un seul nano-objet, par exemple pour de l'enregistrement magnétique à haute définition, enfin avoir énormément il est important de voir que l'introduction de défauts à l'intérieur des particules fixe le champ magnétique. Ces photos sont assez jolies. Là, il y a plein de défauts, ça, vous ne devez pas le voir, mais là, on voit l'influence sur le champ magnétique de ces défauts. Donc, continuons. On peut, donc, on a vu le faire, on peut faire des alliages de la même façon. Et en faisant des alliages, et dû à la façon dont ça se passe, on peut faire des particules qui sont régulières. Encore une fois, on va être sous contrôle thermodynamique, mais cette fois, on va faire des sphères. Et ces sphères vont s'auto-assembler dans des objets de taille macroscopique qui vont être des cristaux contenant les nanoparticules et parfaitement ordonnés à l'intérieur. Donc ça, ce sont des objets qui vont être très intéressants pour étudier des propriétés physiques, parce que les objets sont monodisperses et parce que aussi leur organisation est régulière. Donc ces objets, on peut aussi les redissoudre, on peut aussi les mettre sur des wafers et on peut faire des couches continues de nanoparticules sur des supports en silicium. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Par exemple, des inductances. Si on met une inductance, c'est un tortillon de cuivre qui fait un champ magnétique. Si on met ça dans un milieu qui est déjà magnétique, on va récupérer théoriquement la permittivité du milieu et on va avoir une augmentation de l'inductance. Donc théoriquement, on pourrait s'attendre à des facteurs 10 ou 100. On a démontré l'effet pour un facteur 2, c'est déjà pas si mal. L'intérêt de ça, c'est qu'on va avoir le même champ magnétique en consommant ce facteur, là dont je viens de vous parler, en moins d'énergie. C'est-à-dire, si on gagne un facteur 10 dans l'inductance, le téléphone portable que vous avez, la principale dépense d'énergie dans le téléphone portable, c'est l'inductance. Et donc, au lieu de le charger, votre iPhone, toutes les demi-heures, vous pourrez le charger toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment une application pour le bien de l'humanité. Une autre chose, c'est qu'on peut faire de la physique de base. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on peut
Les électrons vont pouvoir sauter d'une particule à une autre, et ces électrons vont sauter plus facilement si les moments magnétiques des particules sont alignés. C'est ce qu'on appelle la magnétorésistance géante dans les couches, hein, c'est ce qui a valu le prix Nobel à Albert Ferb, mais on peut le faire aussi avec des nanoparticules individuelles, et là c'est de la magnétorésistance tunnel, parce qu'il n'y a pas de conduction, mais il y a une barrière tunnel qui est cette graisse-là, les ligands qu'on a mis autour, et qui vont faire une couche tunnel entre les nanoparticules. Et en faisant ça, on voit qu'on a des effets de magnétorésistance qui vont de quelques pourcents à, dans certains cas qui sont encore mal compris, 3000%. On n'a pas compris pourquoi on a 3000%, mais on est en train d'étudier ça de manière fondamentale avec l'équipe nanomagnétisme du LPCNO. On peut utiliser le fer aussi pour faire de la nanomédecine. Donc les particules là, ce n'est pas notre travail, c'est des particules d'oxyde de fer qui ont été faites par Florence Gazeau et Claire Willem à Paris 7. Et ces nanoparticules de fer, d'oxyde de fer, elles ont étudié l'incorporation de ces particules dans des cellules. Donc pourquoi utiliser des nanoparticules magnétiques ? On va pouvoir les utiliser comme agents de relaxation pour l'IRM, donc de l'imagerie. On va pouvoir les attirer par un champ magnétique sur des tumeurs précises, donc vectorisation. Et on va pouvoir aussi utiliser le magnétisme de ces particules pour chauffer localement. Et ça, je vais vous en parler un peu plus. Donc on voit que ces particules, quand elles sont à l'entrée d'une cellule, vont être internalisées et elles ont vérifié que les particules avec les oxydes de fer sont toujours viables et qu'elles prolifèrent, etc. Elles sont contentes. C'est bien. Donc nous, on a un projet qui est d'hyperthermie magnétique, c'est-à-dire d'utiliser des nanoparticules de fer pur pour chauffer localement. Alors pourquoi du fer pur ? Simplement parce que les propriétés magnétiques sont bien meilleures que les propriétés de l'oxyde. Et c'est une technique qui est déjà utilisée à Berlin, l'hyperthermie. Ça consiste à injecter des nanoparticules d'oxyde de fer à Berlin directement dans une tumeur et à chauffer par un champ magnétique externe. Et on va détruire toutes les cellules qui sont autour. Alors c'est un peu barbare, et l'idée c'est quand même de vectoriser les nanoparticules, de diminuer leur taille, et pour diminuer leur taille en conservant les bonnes propriétés magnétiques, on passe de l'oxyde de fer au fer. Alors donc ça c'est une animation vraiment de haut niveau. J'espère que vous appréciez quand même. Ça, c'est un moment magnétique qui se retourne. Quand le moment magnétique se retourne, il y a le moment magnétique dans une nanoparticule, il est le long de l'axe de facile aimantation. Pour se retourner, on a des deux niveaux qui sont équivalents du point de vue énergétique, mais il faut passer une barrière. Et cette barrière, qui est thermiquement activée, hein, il y a du KT là-dedans, donc cette barrière, quand on va forcer, enfin bon, les physiciens, les vrais physiciens, ils n'aiment pas trop quand je dis ça, mais pour des chimistes, c'est quand même ça. Quand on force le retournement du moment magnétique, on va récupérer la barrière et ça va être dissipé sous forme de chauffage. Donc quand l'équipe du LPCNO a construit ce truc-là, un banc, et on a testé des nanoparticules. Donc ça, c'est des 5,5 nanomètres, super paramagnétiques. Donc ce qu'on voit, SAR en watts par gramme de fer, c'est la puissance de chauffe. Et on voit qu'à 30-40 kHz, c'est environ 10. Quand on change les particules et qu'on va vers les particules les plus adaptées, 16 nanomètres, toujours à 40 kHz, la puissance de chauffe, c'est 1000. On a donc
un moyen, en contrôlant la taille des particules, ce n'était pas un exercice purement gratuit, de contrôler la puissance de chauffe. Et alors ça, si ça marche, ça sera un miracle. Ouais. Ça, c'est des nanoparticules de fer simplement dans un liquide. Le liquide, c'est du méséthylène qui bout à 150 degrés. Donc si je recommence, vous allez voir quand le champ magnétique se met, quand on introduit le champ magnétique, tout de suite les particules s'orientent dans le champ magnétique. Voilà, et instantanément, ça se met à bouillir. Donc on a une puissance de chauffe qui est un peu trop puissante pour l'instant pour les études in vivo, mais qui montre qu'on a quelque chose qui peut être intéressant aussi, par exemple pour la catalyse, etc. C'est des moyens de transmettre l'énergie qui sont extrêmement efficaces. Là, on a joué sur faire des sphères, faire des cubes. On peut jouer maintenant sur des formes un peu plus variées, des bâtons. Alors là, on n'a aucun mérite, puisque la structure du cobalt est hexagonale compacte, donc elle a un axe privilégié de croissance, alors que le fer était cubique, et donc il n'a pas d'axe privilégié de croissance. Donc quand on fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure, avec ce, je vous le nomme quand même, cobalt cyclooctadiényl cyclooctadiène, comme précurseur, quand on utilise ça, on fait de la synthèse en deux temps, d'abord des petites particules, et puis quand on chauffe, sous hydrogène, on obtient des bâtonnets qui sont monodisperses en diamètre et monodisperses aussi, on arrive en longueur. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que quand on regarde pendant la croissance, ce qu'on voit, c'est que les bâtonnets qui sont formés vont servir de moule pour les bâtonnets en formation. Et donc, il va y avoir, alors ça c'était totalement imprévisible, comme souvent en chimie, il va y avoir une organisation qui permet aux particules de croître. Et après, on voit les petites particules là, qui arrivent, elles se mettent le long d'un gros bâtonnet, elles s'orientent magnétiquement et elles commencent à pousser. On a donc un effet catalytique de la présence de ces bâtonnets de cobalt qui sont, eux, ferromagnétiques à température ambiante. Quand on joue sur les molécules qu'on met, par exemple, on met un peu plus d'acide oléique, on sait que cet acide va aimer les faces non compactes, on l'a vu sur le fer, et donc ça va se mettre perpendiculairement à l'axe de croissance de la structure hexagonale compacte. Donc, quand on joue là-dessus, on passe d'un bâtonnet à un fil. Et là, on fait des fils très longs qui sont monodomaines magnétiques et qui se rassemblent dans ces faisceaux de fils. Donc là, on a vu jusqu'à présent des choses qui sont relativement faciles, puisque on prend un métal. On n'a pas parlé, si on a parlé un tout petit peu des alliages dans le cas de fer-cobalt. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des objets plus compliqués ? Des objets plus compliqués, c'est de dire je veux quelque chose qui soit nano, et puis je veux connecter quelque chose qui soit nano aussi. Par exemple, on sait faire des bâtonnets de cobalt. Si on veut les mettre sur des surfaces pour les adresser, ils sont ferromagnétiques à température ambiante, donc chacun est un bit d'information. Mais comment les organiser pour pouvoir les adresser et pour faire en sorte qu'ils ne s'oxydent pas par le bout pour faire des oxydes, etc. Donc une idée, c'est de mettre au bout un petit bouchon en or. Bon, alors on ne peut pas souder, on ne peut pas coller. Comment on peut faire pour mettre un petit bouchon en or au bout d'un bâtonnet de cobalt ? La première idée, c'est on va faire de l'électrochimie. Excellente idée. On va faire de l'électrochimie. Donc si on prend un chlorure d'or et un bâtonnet de cobalt 0, il va y avoir une réaction électrochimique, mais elle est un peu violente. On détruit tous les bâtonnets et on fait les particules d'or à la place. Ce qu'on voit là, c'est le cadavre du bâtonnet de cobalt, mais il n'y a plus de cobalt, c'est que de l'or. Si on prend de l'or 1 au lieu de l'or 3, on peut espérer ralentir la réaction. Mais là, on a un ligand, le tétrahydrothiophéne,
qui ne donne pas beaucoup d'électrons. Donc la réaction électrochimique, elle est un peu plus lente. Mais vous voyez, ça ressemble un peu à des systèmes biologiques où on a les macrophages qui se mettent autour des corps étrangers, mais c'est les particules d'or qui se mettent autour du bâtonnet de cobalt et le digèrent. Donc ça ne marche toujours pas. Donc on va rajouter des électrons et on va mettre une phosphine. Et en rajoutant des électrons, on va passer d'une réaction électrochimique à une nucléation hétérogène. Et donc on va faire ces petites particules sur le cobalt. C'est toujours pas ce qu'on veut. C'est toujours pas ce qu'on veut. Et pour arriver à ce qu'on veut, on va penser en termes de chimie organométallique. On va mettre un excès de molécules organiques le long du bâtonnet. On sait que ces molécules organiques se mettent le long. On l'a vu par exemple pour faire des fils de cobalt. Elles ne se mettent pas au bout, qui est une phase compacte. Et là, on aura spécifiquement croissance de l'or au bout des bâtonnets de cobalt. Et du coup, on peut voir de l'or ici qui essaye d'être épitaxié sur le bâtonnet de cobalt et qui n'y arrive pas. Donc on a ces franges d'interférence qui sont des figures de moiré. Et puis après, on peut s'amuser. On a les règles du jeu, on a la nucléation, on a la croissance, on sait bloquer, on sait coordonner, donc on fait n'importe quoi. Et voilà, ça c'est des machins de cobalt. Ça, c'en est d'autres. Je ne vais pas vous détailler toute la chimie qu'on a mis derrière, mais simplement, on joue là-dessus sur... On fait une nucléation, on arrête et on refait une croissance avec un autre précurseur et on fait des jolies choses comme ça, des algues, des oiseaux de paradis, voilà, très très jolis. Des flèches de platine. Alors ces flèches, on les a faites pour quelque chose. Et là, on les a faites parce que ces flèches n'exposent qu'une surface compacte. Et la surface compacte est très intéressante en catalyse, puisqu'on peut, par exemple, catalyser spécifiquement l'hydrogénation des diènes en mono-N. Et pour l'industrie pétrolière, ou ce qu'il en reste, c'est important. Mais en tout cas, ce contrôle des flèches de platine est intéressant. Et puis après, on peut jouer... là, on a mis de l'or spécifiquement au bout. Donc ça fait un oursin qui a des petits bouchons d'or pour pas qu'on se pique au bout, tandis que là, c'est un autre oursin dans d'autres conditions qui, lui, est totalement couvert, purulent d'or. Je crois que j'arrive au bout à peu près du temps qui m'est imparti. J'ai encore 5 minutes. Donc pour finir, après cette croissance, c'est un exemple de ce qu'on peut faire qui sert strictement à rien. On va faire un exemple de ce qui peut servir à quelque chose. Donc on a fait des capteurs de gaz. L'idée là, c'est d'utiliser, donc c'est complètement différent, c'est un domaine différent. Les capteurs de gaz sont faits avec des nanoparticules d'un oxyde semi-conducteur, et je vais expliquer comment ça marche. Mais simplement, les précurseurs sont organométalliques, on fait des nanoparticules qui sont à peu près monodisperses, et sur une petite puce, ça fait une centaine de microns, on peut déposer une goutte de nanoparticules d'oxyde d'étain. Alors ces puces, elles ont été faites au départ ici à Toulouse, entre une collaboration entre le LAS et Motorola, et puis ça a été c'est Microchemical Systems en Suisse qui a fait la production de ces capteurs. Donc là, on voit qu'on a 4 électrodes. On a 2 électrodes de mesure ici et 2 électrodes qui passent en dessous et qui chauffent une membrane en polysilicium. Donc avec ça, avec ces 2 électrodes, on peut contrôler la température de la puce entre 20 et 550 degrés. 500, 550, après la membrane est morte. Donc comment ça marche ces capteurs de gaz? C'est simplement de la chimie très simple.
Si on veut capter un gaz réducteur, ça c'est censé être une surface d'oxyde, donc c'est une modélisation assez primaire. Mais si on veut capter un gaz réducteur, par exemple le monoxyde de carbone, on voit qu'on a une réaction d'oxydation à la surface de l'oxyde qui va nous conduire à former du CO2 et qui va laisser 2 électrons. Ces 2 électrons ne vont pas être perdus pour tout le monde et ils vont assurer de la conductivité. Et donc, ça va être, ce truc qui était plutôt isolant va devenir plutôt conducteur. Maintenant, on a la réaction inverse. Puisqu'on travaille à l'air, ce système-là va se réoxyder. Et on a une constante de vitesse pour la réduction et une constante de vitesse pour l'oxydation. Si ces constantes sont très différentes, on a un capteur de gaz. C'est aussi simple que ça. Puisqu'on va laisser le système pendant un moment dans cet état réduit, et donc on va mesurer un courant électrique qui va être différent. Et alors ça marche bien. Là, c'est des capteurs. On va regarder celui-là qui est dopé platine. Et ce qu'on voit, c'est au monoxyde de carbone, avec 5 ppm de monoxyde de carbone dans l'air, on va passer d'une résistance de 100 kΩ à une résistance de 30 kΩ. Donc un facteur 3 très facilement détectable. Donc voilà. Et puis on peut mesurer de l'hydrogène, du propane, qui sont des gaz différents. On peut mesurer des gaz oxydants, ça marche dans l'autre sens, puisque le SNO2 est un oxyde non stoichiométrique. Si on rajoute de l'oxygène, il deviendra plus isolant. Donc c'est bien, mais on ne peut pas séparer les gaz réducteurs, par exemple. C'est-à-dire l'hydrogène, le CO et le propane vont avoir la même signature. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Et pour faire ça, on s'est dit, on va mettre... Ça, c'est notre couche, hein, c'est ce que je vous ai montré. On a la plateforme en silicium, et puis ça, c'est les nanoparticules. Au-dessus, on va mettre un filtre, mais pas un filtre n'importe comment, on va mettre un filtre catalytique qui va catalyser certaines réactions, pas d'autres. Et par exemple, on va donc mettre des nanoparticules. Soit on peut utiliser des nanotubes de carbone, on peut utiliser la silice mésoporeuse qu'on a vue au tout début, soit encore, on peut partir de la nanoparticule et faire le matériau autour de la nanoparticule. Donc comment on fait? Ça, c'est censé être un ligand, ça, c'est censé être le précurseur. Là, c'est les nanoparticules avec les ligands, mais ces ligands-là contiennent un motif hydrolysable. Donc en hydrolysant, on fait la silice autour. On a des nanoparticules qui sont assez jolies. On fait le matériau. Et ce qu'on voit en gris, là, c'est la réponse au CO et au propane avant le filtre et en noir après le filtre. Le fait qu'il reste une petite réponse au CO, c'est simplement parce que la puce n'était pas très jolie, il y avait des craquelures et ça passe entre. Mais sinon, le fait d'introduire du ruthénium à l'intérieur, de mettre un filtre au ruthénium, le ruthénium va catalyser l'oxydation de CO à CO2 dans ces conditions et pas l'oxydation du propane en CO2 et H2O. Comme il a catalysé l'oxydation du CO en CO2, le CO2 n'est pas vu est inerte vis-à-vis du SNO2, et donc on va séparer comme ça, et on peut mettre différentes couches et jouer, et ça, c'est des choses qui sont en développement et qui peuvent être utilisées, par exemple, dans des combinaisons pour des nez artificiels. On a des projets dans ce domaine-là. Donc je vais arrêter là. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer, ce n'est pas à quoi, sauf à la fin, juste un exemple, qu'on pouvait intégrer directement les nanoparticules dans des systèmes existants de microélectronique. Donc c'est vrai pour les capteurs de gaz, c'est vrai pour les inductances et c'est vrai pour d'autres applications. Mais c'est le fait que la chimie, ce n'est pas fait simplement pour servir à quelque chose, qu'on peut avoir une démarche dans la chimie
pour faire des objets où on se dit, par exemple, les nanoparticules, les bâtonnets d'or, les bâtonnets de cobalt avec un bouchon en or, c'est vrai que ça pourra peut-être servir, mais surtout, c'est le contrôle de la matière à l'échelle nanométrique. Et donc, on arrive à passer du contrôle simplement de la formation de liaisons covalentes dans la chimie organique à un contrôle supramoléculaire qui permet de faire des objets bien définis. Et pour ça, on utilise de la chimie de coordination classique et on utilise deux concepts simples, la cinétique et la thermodynamique, en connaissant les propriétés chimiques individuelles et la chimie de coordination de surface des métaux et des ligands qui sont associés. Donc on peut faire des tas de choses avec ça. Donc ça s'est fait pour partie au laboratoire de chimie de coordination, où j'ai passé quelques années, à peine moins de 34 ans, et puis au laboratoire de physique et chimie des nano-objets à l'INSA, où je suis depuis le 1er janvier. Donc ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est essentiellement ici, dans les magnétiques. Donc la croissance du fer, c'est Sébastien Lachaise, Lise-Marie Lacroix, Anne Kameffre, des travaux précurseurs de Catherine Amiens, Céline Devaux, qui était là au fond mais qui est partie, sur le fer cobalt, et Olivier Marja aussi des travaux sur le fer précurseur. Les bâtonnets de cobalt, c'est Katerina Sulantica, et les fils et toutes les structures, n'importe quoi, dans tous les sens, c'est Katerina. Et puis la partie capteur, c'est Pierre Faux, André Maisonnat. Maintenant, il y a Myrtil Khan, mais sur du ZNO, j'en ai pas parlé. Et Céline Néral. Et donc, merci pour votre attention.